Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient très souvent dans les discussions sur les forums et sur les petits mails que je peux recevoir, c'est l'addiction au sucre. C'est vrai que notamment voilà, quand on mange paléo, on essaye de diminuer en fait progressivement sa consommation de sucre, notamment industriel, et c'est pas toujours simple en fait, notamment quand on vient d'un monde voilà, où on est entouré de sucre, c'est pas super simple. Alors pour en parler avec moi aujourd'hui, je suis avec Julien Vigneron, qui est psychologue. Salut Julien. Salut Will. Alors Julien est psychologue, il est spécialiste des addictions, notamment voilà il exerce sur Nantes, la ville où j'habite aussi, et notamment tu peux peut-être nous en dire un peu plus justement sur comment tu as commencé à t'intéresser aux addictions justement. Oui, en fait j'ai deux activités différentes. La première, c'est de faire des stages permis à points. Alors souvent aucun rapport avec le sucre. Non, aucun rapport, et les gens se demandent souvent d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on va mettre un psy dans les stages permis à points. On peut presque parler d'addiction à un comportement, et notamment un comportement vitesse, et c'est vrai qu'on va travailler dans ces stages-là avec une méthodologie d'addictologie qui a été développée par rapport aux drogues, à l'alcool et ce genre de choses, aux autres stupéfiants, et puis aussi pourquoi pas à la nourriture. Et c'est ce qui m'a permis de m'intéresser à tout ce domaine de l'addiction. Et j'ai aussi une activité en parallèle dans mon cabinet sur Nantes où je vais recevoir des gens pour tout type de problèmes, mais aussi pas mal de problèmes d'addiction à la cigarette, à la nourriture. À ce moment-là, je travaille d'une manière un petit peu différente parce que je me suis formé à l'hypnose, et je me suis rendu compte que c'était un outil qui était très intéressant dans ce cadre-là. Voilà, donc tu es hypnothérapeute, on va dire, et c'est vrai que ça peut être assez complémentaire en fait sur une thérapie classique. Ça permet en fait d'aller un peu plus loin. Oui, c'est ça. Plus rapidement, plus loin. Ok, super. Écoutez, on va donc aborder le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire le sucre. Alors comme je dis souvent, en fait, le sucre c'est un démon à deux têtes. Il y a à la fois une dépendance physique, qui va être le corps qui va demander du sucre, et puis une dépendance psychologique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais. Alors la dépendance au sucre, effectivement, elle se joue à deux niveaux. Alors on va commencer par le niveau physique parce que c'est ce qui va sous-tendre toute la chose. On va pas rentrer énormément dans le détail, mais le principe de base, c'est qu'en fait, quand on absorbe du sucre ou un aliment qui se transforme très rapidement en glucose, on va faire monter sa glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang très rapidement. Et à ce moment-là, le corps va réagir en fabriquant de l'insuline qui va aller s'attaquer à ce sucre, puisque finalement c'est pas bon d'en avoir trop dans le sang. Et au moment où l'insuline est produite et s'attaque au sucre, on va avoir un effet inverse qui va faire que finalement le taux de sucre dans le sang va baisser très très vite, puisqu'il y a beaucoup d'insuline qui a été produite, et on va se retrouver finalement en manque de sucre dans le corps. Donc c'est la sagesse populaire qui dit que le sucre appelle le sucre, et c'est vraiment exactement ça, puisque finalement quelques heures après la prise de sucre, on se retrouve finalement à manquer de sucre, alors qu'on en a pris beaucoup. Alors l'exemple le plus typique, si je peux me permettre, c'est le matin par exemple, quand certains prennent des déjeuners assez sucrés, notamment à base de farine, etc., de pain blanc, typiquement on mange son petit déj vers 8h, et puis le grand classique c'est d'avoir la fringale vers 11h, et on se dit j'ai faim, et en fait typiquement c'est ce problème là, ce que tu disais, c'est le fait que l'insuline du coup a diminué de façon assez conséquente le taux de sucre dans le sang, la glycémie, et puis on a ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire en fait un taux de sucre qui est inférieur à 1 gramme de glucose par litre de sang, et là en général le corps réclame du sucre pour compenser. Avec en plus fabrication d'adrénaline à ce moment-là, dès qu'on passe en tout 0,8 grammes par litre de sang, et ce petit flash d'adrénaline, ça peut être quelque chose qui peut être recherché par les gens aussi finalement. Et en même temps, on va avoir au moment de la consommation de sucre la fabrication d'endorphines qui vont faire que la personne se sent bien, ou en tout cas se sent mieux. Donc tout ça va fabriquer une espèce de dépendance physique. On a même pu noter des expériences qui ont été faites sur les rats qui ont montré que si on laissait le choix à un rat entre de la cocaïne et du sucre, tout à fait. Ils allaient plus vers le sucre que vers la cocaïne, donc il y a quand même une dépendance assez forte, avec des symptômes de sevrage quand on les prive, claquement de dents et tremblements. Voilà, donc dépendance physique qui existe effectivement, et qui va dépendre d'une personne à l'autre. On est plus ou moins sensible à ça. Là-dessus va se greffer effectivement la dépendance psychologique qui peut être liée à plusieurs choses.
une des choses essentielles, alors, il y a pas mal de débats par rapport à ça, mais ce serait les souvenirs liés à l'enfance. Voilà. Le sucre, c'est les petits bonbons que nous donnait la grand-mère, c'est la petite tartelette, etc. Enfin voilà, c'est souvent assimilé en fait à la récompense. En fait, c'est ça, sucre. exactement. Oui, c'est la récompense qui vient être encore renforcée par cette fabrication dans le cerveau de la molécule du bonheur. C'est déjà toute une grosse partie liée à ça. Et puis il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'habitude. Traditionnellement, on finit le repas par du sucre. Ouais, c'est ça, ouais. On accompagne son café d'une petite sucrerie, etc. Donc on va fabriquer une espèce d'habitude. C'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. Le sucre, finalement, on finit par le sucre pour pour associer au plaisir. Voilà. On pourrait presque lier ça en addictologie à ce qu'on appelle les cigarettes d'habitude. C'est-à-dire c'est une cigarette dont on n'a absolument pas envie, mais on est en train de boire un café, on va fumer une cigarette. On a associé ça très fortement dans notre esprit pour dire que c'est quelque chose qui va ensemble. Donc très difficile de s'en passer ensuite. C'est dans cet ordre-là qu'on pourrait parler effectivement de dépendance psychologique au sucre. Ok. Alors du coup, on sait effectivement un peu plus d'où vient cette addiction au sucre et objectivement, il y a beaucoup de gens en fait qui sont addicts au sucre, mais qui le savent pas forcément. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait savoir finalement, est-ce que une personne lambda, on la prend, on se dit est-ce que tu es addict au sucre? Comment on pourra savoir si on est addict au sucre? Ouais. Et c'est ce qui ferait peut-être d'ailleurs la différence entre la dépendance et l'addiction. On est tous un peu dépendants au sucre. Maintenant, passer à une addiction, il y a la dépendance physique dans le sens où on en a besoin pour que notre corps fonctionne en termes de carburant. Exactement. Puis l'addiction, c'est le niveau d'après. C'est comme tu disais, on veut en prendre, mais on n'en a pas besoin. Alors, c'est effectivement, on veut en prendre, on n'a pas besoin, et c'est pire que ça, c'est qu'on en a vraiment on ressent ce besoin, on a vraiment envie d'avoir ce comportement, en même temps, on sait qu'il est négatif pour nous, ça c'est vraiment quelque chose qui est important dans l'addiction, ça va être l'addiction au jeu, l'addiction à la cigarette ou à un produit, on sait que c'est négatif pour nous. Et je pense que les personnes qui se posent la question si elles sont dépendantes au sucre savent tous les effets négatifs que peut avoir le sucre, notamment la prise de poids. Donc on sait que c'est négatif pour nous et pourtant on y va quand même. Et au moment où on réalise l'acte de manger, il y a deux choses très ambivalentes. Il y a d'abord un sentiment de plaisir, de waouh, j'ai résolu mon problème, et puis en même temps la culpabilité. Je sais que c'est pas bien pour moi et je m'en veux. Et on rentre dans une espèce de cercle vicieux où on se dit je suis nul, j'arrive pas à me contrôler, je devrais, etc. Donc là on rentre vraiment dans un phénomène d'addiction où on se dévalorise énormément. Et malheureusement, une des façons de remonter son moral, c'est d'aller vers le sucre. Ouais, tout à fait. Et donc, est-ce qu'on pourrait du coup un addict au sucre qui s'ignore, ou vraiment on va dire j'en suis conscient et ça me pose un problème, quoi. Ouais. C'est vrai que souvent on dit pour différentes pathologies que la première étape c'est d'accepter, c'est de reconnaître. Oui, effectivement, on pourrait être un addict au sucre, ce qui s'ignore. Bon, l'entourage en général nous le dit. On peut être dans le déni un certain moment, mais ça. Alors, t'en as déjà un peu parlé, mais est-ce qu'on peut relister précisément du coup les symptômes concrets en fait d'une dépendance au sucre? Alors, c'est donc d'avoir cette envie irrépressible de sucre et de ne pas arriver à lutter contre, ou en tout cas pas très longtemps. Et au moment où on passe à l'acte, cette idée très négative qu'on peut avoir sur soi, qui est liée en même temps au plaisir. Ces fameuses deux étapes en fait, quoi. Voilà, le besoin et derrière la culpabilité. Voilà, quoi. Exactement. Ouais. Alors, les gens, des fois, ils sont conscients qu'ils ont un problème avec le sucre et ils vont se dire, tiens, première étape, ce que je vais faire, c'est que j'ai du mal à en passer, mais quand même, pour assouvir ce petit besoin de sucré, je vais m'orienter vers les produits light. Alors, par exemple, au lieu de prendre un Coca, je vais prendre un Coca light. Au lieu de mettre du sucre dans mon café, je vais mettre une petite sucrette et les petites dosettes là qu'on est bien. Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, en fait, pour démarrer, on va dire, son sevrage, d'aller vers les produits light, les produits qui sont en fait des substituts au sucre? Là, je crois que les débats entre les spécialistes sont aussi nombreux que les débats qui peuvent exister sur la cigarette électronique. Oui, c'est un peu l'équivalent en fait. Voilà, c'est ça. Sans parler effectivement des dégâts sur la santé. Est-ce qu'il faut mieux du tabac ou ce truc électronique? On sait pas trop ce qu'il y a dedans. C'est vraiment une question très compliquée. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'un peu comme dans la cigarette électronique où on va favoriser le geste de fumer, on va
continuer à entretenir l'envie du sucré et le goût du sucré. Donc peut-être que ça peut dans un premier temps aider, mais si on reste comme ça sur satisfaire son envie de sucrer, on va continuer dans la même démarche. Donc ça me paraît un petit peu compliqué de dire à quelqu'un vas-y consomme du produit light, ça va aller mieux. Puis une parenthèse aussi sur la santé, souvent les produits light ne sont pas forcément bons pour la santé aussi. Voilà. Souvent on met de l'aspartame, voilà, ce sont des choses qui sont pas bonnes pour la santé au final quand on creuse un petit peu quoi. Ouais. Ok, donc du coup je suis conscient que j'ai un problème avec le sucre, j'arrive pas à m'en passer. Est-ce que je peux dire demain j'arrête le sucre? Est-ce que par la simple volonté du jour au lendemain je peux arrêter ma dépendance au sucre ou finalement la dépendance physique va l'emporter quoi? Pour être un petit peu provocateur, je dirais que la volonté, ça n'existe pas, ou alors en termes négatifs. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va inventer pour dire qu'on n'a pas réussi quelque chose. J'ai pas réussi parce que j'ai pas de volonté. Ouais. L'important, c'est la motivation. La volonté, c'est quelque chose de très fluctuant. Oui, bien sûr, on peut arrêter. Il y a plein de gens qui arrêtent par la simple volonté. Demain j'arrête. Maintenant, quand on est dans une addiction, c'est plus ou moins difficile puisqu'il y a des choses inconscientes qui se jouent, il y a la dépendance physique aussi qui est là, donc il va falloir lutter à la fois contre le sevrage physique. Parce que le corps va demander du sucre. Exactement, en fait. Voilà, et puis l'esprit aussi. Donc la volonté, si elle existe, elle va être mise à rude épreuve. Donc c'est un préalable indispensable. Dire que ça suffit, ça va être compliqué. Comme beaucoup de choses, il faut vouloir avant de pouvoir. Voilà, c'est ça. Oui, exactement. Faut vouloir avant de pouvoir, mais après, est-ce que vouloir suffit? Ça, c'est un peu compliqué. Donc tu parlais de motivation voilà, aussi. Donc la motivation, comment on peut un peu l'entretenir, comment on peut un peu la booster la motivation du coup? Alors le conseil que je donnerais, c'est d'aller vers les choses positives. Très souvent, on est focalisé sur ce qui ne va pas, sur mon comportement m'apporte ça, enfin m'apporte ou plutôt m'enlève des choses, la santé, etc. Donc ressasser le négatif, ça va pas aider la motivation à se développer. Il faut plutôt aller voir sur l'avenir, qu'est-ce que ma vie pourrait devenir si jamais j'arrêtais, etc. Se focaliser sur j'ai réussi à régler mon problème dans une semaine, 2 semaines, etc. Ça m'a apporté ci, ça m'a apporté ça. Typiquement, tu parlais du poids tout à l'heure, on peut dire je vais perdre du poids parce que je vais consommer moins de sucre. Voilà. Ça peut être un petit point positif, en fait, un objectif à court terme ou à moyen terme pour se motiver. Alors, même en étant très tatillon, perdre du poids, c'est exprimé de façon négative. Il faudrait même trouver une formulation positive. Je vais retrouver mon poids de forme, retrouver sa ligne retrouver ma ligne, etc. Voilà. Effectivement. Toujours essayer de formuler les choses de façon positive, puisque l'inconscient a tendance à ne pas entendre les négations. Il est très très au pied de la lettre dans ce cas. D'accord. Ça entretient la motivation. Ok, donc voilà, donc je suis motivé, j'ai la volonté du coup concrète d'arrêter mon addiction au sucre. Quels vont être dans l'idéal, mes premiers pas pour arrêter? Est-ce qu'il y a des exos assez simples que je peux faire tous les jours pour essayer de diminuer mon addiction au sucre? Voilà, alors ça c'est effectivement le nécessaire complément à la volonté, c'est-à-dire la simple volonté. Le passer au concret, quoi. Voilà, c'est ça. La simple volonté ne suffit pas, c'est-à-dire qu'il faut effectivement des étapes et des exercices qui vont pouvoir nous aider. Alors, il y a quelque chose qui marche plutôt pas mal, c'est de se faire une espèce de liste de ce qu'on mange tous les jours. Essayer de repérer dans ce qu'on mange tous les jours les moments où on a pris du sucre. Alors ça va demander un petit peu de temps au départ, aller regarder les étiquettes, etc. Et puis se rendre compte déjà de notre consommation de sucre, tous les sucres un peu cachés qui sont là. Et on va peut-être faire ça sur 1 ou 2 semaines, ça va suffire en général. Et comme ça, on va pouvoir commencer à cibler les choses et peut-être réussir à en diminuer certaines. Alors concrètement, pendant les repas, ça va être par exemple du coup pendant le dessert, on va se dire tiens, là j'ai un dessert très sucré ou un dessert moyennement sucré, et puis ça peut être aussi les encas dans la journée, dire là je me prends un fruit, ok, donc c'est sucré mais ça va encore, c'est du sucre naturel, ou là j'ai envie de me prendre plutôt je sais pas moi, les gens qui sont assez addicts ils aiment bien les produits très sucrés, je sais pas, avec des barres par exemple comme ça. Donc là on est conscient de ce qu'on veut faire et on se dit on note. Voilà. On n'essaie même pas forcément de changer. Oui, ok. On note. On dit là, très objectif. Là, il est 4 heures, j'ai pris une barre sucrée. Ok, donc j'en suis conscient. Voilà, c'est ça. Et
petit à petit, au bout de quelques jours, le simple fait de noter va déjà commencer. Mais du coup, on va un peu être confronté à cette culpabilité. Du coup, là, le fait de noter, est-ce qu'on n'est pas du coup encore plus face à la culpabilité du coup? Alors, il y a la culpabilité peut-être, mais en tout cas, il y a la conscience. On est conscient de ce qu'on fait, parce que la culpabilité, elle est encore plus forte quand il y a le déni qui est là et quand on se cache à soi-même ce qu'on est en train de faire. Là, on peut plus reculer. On est en face de sa consommation. La culpabilité, elle est face à la motivation. Donc, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, si on joue à jeu égal, on va dire. Exactement. Voilà. Ok. Donc ça va être une première chose. Alors effectivement, le fait de diminuer tout doucement la consommation de sucre, ça va aider le corps à lutter contre la dépendance physique. Ce qui peut aider aussi, c'est de faire du sport. Ouais. Puisqu'en fait, le fait d'avoir une activité sportive va permettre de réguler beaucoup plus le sucre. On pourrait croire que c'est l'inverse, que le fait de se faire du sport va demander de consommer plus de sucre. En fait, le corps va réguler beaucoup plus naturellement quand on a une activité sportive. Donc ça peut aider sur la dépendance physique. Puis le point positif aussi, c'est que justement, comme le sport permet de produire des endorphines et qu'on se sent mieux, on peut lutter aussi peut-être contre cette dépendance au sucre qui vient de notre envie de se sentir un petit peu mieux. D'accord, ok, ça marche. Donc effectivement, ça c'est pas mal comme conseil. Le sport en général, de toute façon, ça a tellement de bienfaits que au-delà juste de la partie addiction, voilà, ça va apporter d'autres choses. On va peut-être plus sortir, on va s'aérer l'esprit, on va aller beaucoup plus au-delà en fait que de la simple addiction au sucre. Ça permet énormément d'avantages, quoi. Ouais. Ok, donc là, ok, on a des premiers exos. Alors peut-être un problème si on compare par exemple par rapport à la cigarette. Ouais. Cigarette en général, quand on veut arrêter, c'est binaire. Je fumais avant et demain je fume plus. Le sucre, comme on disait, même si on n'a pas un besoin immense dans la vie de tous les jours, parce que voilà, on a quand même des réserves, etc. Et si on prend quelqu'un de sédentaire, quelqu'un qui est pas spécialement sportif, quelqu'un qui est sédentaire, bon. N'a pas des besoins énormes en sucre, mais a quand même des petits besoins. Donc il faut arriver du coup à un certain niveau où je vais en consommer quand même un petit peu, mais ça a peu de problématique. Ouais. Comment arriver du coup à arriver à ce niveau-là, sachant que voilà, si on compare à la cigarette, on est à un niveau binaire, je consommais, je consomme plus. Là, je vais continuer à en consommer un petit peu à l'occasion dans différents repas, mais comment faire que ça ne devienne plus une addiction finalement, malgré cette consommation un peu normale. Ouais. Alors pour que ça devienne plus une addiction, c'est l'idée qu'on développait tout à l'heure. Il ne faut pas qu'il y ait ces besoins irrépressibles et qu'on en arrive à quelque chose de normal. Donc ça va se travailler sur le long terme. Bien sûr, au départ, on va être toujours un peu dans cette addiction, dans cette envie compulsive. Il y a un truc, un exercice assez simple qui a été développé il y a peu de temps par rapport à l'alcool ou à la cigarette. Ouais. C'est quelque chose de très bête, c'est de se chanter une chanson. Voilà. J'ai une envie. Et je vais chanter une chanson dans ma tête, peut-être notre chanson préférée, c'est assez bizarre. Mais en fait, on va remplacer petit à petit l'habitude de l'envie par cette habitude de la chanson et installer autre chose à la place. Et puis finalement, ne garder que les moments de repas normaux pour ça. Et dès qu'on sent que c'est une envie irrépressible, voilà, se chanter sa chanson. Petit à petit, on devrait arriver à un certain équilibre avec juste l'envie normale de sucre de tous les jours et ne plus subir cette dépendance. Voilà. Ok. Donc ça c'est à tester, ça peut être effectivement un peu bizarre sur le coup, mais comme beaucoup de choses, il faut être un peu un sceptique intelligent, c'est-à-dire que faut tester et puis on voit si ça marche ou pas. Exactement. Faut pas juste se dire c'est idiot, ça marchera pas. Bon. Il faut tester et puis. Surtout qu'au départ, on conseille d'ailleurs de chanter cette chanson tout fort. Ah oui, en plus. Ça peut faire assez bizarre quand on se met à chanter au restaurant. C'est à tester, pourquoi pas, à voir. Et puis bon, de toute façon, chanter dans la tête, ça peut marcher aussi. Ok. Alors arrive peut-être pour certains en fait là un gros problème, c'est que ils ont peut-être pas la volonté suffisante pour aller tout seul vers le sevrage. Ouais. Voilà, comme n'importe quelle addiction, je pense c'est une lutte assez importante contre soi-même. Et puis des fois on n'a pas forcément la volonté pour gagner. Alors est-ce que là du coup l'idée serait pas justement de se faire aider par quelqu'un pour pouvoir accompagner en fait dans sa démarche de sevrage? Mais oui, alors il y a plusieurs types de spécialistes qui peuvent aider. Pourquoi pas déjà un nutritionniste, aller voir quelqu'un qui nous aide à faire un peu le bilan de notre nourriture, qui peut peut-être réapprendre aussi des recettes, on va mettre un peu moins de sucre, etc. Parce que cuisiner soi-même, ça peut être une très très bonne idée aussi dans ce cadre de cette dépendance au sucre, parce que tous les produits alimentaires qu'on nous fait bouffer, excusez-moi pour le terme, mais avec du sucre rajouté à n'en plus finir. Parce que dans les produits industriels, en fait, il y en a énormément en fait du sucre. Voilà. Ça sert de conservateur, ça sert de pas mal de choses. Des austères de goût, etc. Voilà. Donc ils ont bien compris
que plus il mettait de sucre, plus on avait envie d'en acheter. Donc revenir à des recettes qu'on fait soi-même, peut-être aidé par un nutritionniste, ça peut être une bonne idée déjà, qui va nous aider aussi à faire le tri dans ce qu'on mange, où est-ce qu'il y a du sucre. Comme je vous disais, l'idée de faire la liste, faut le savoir. Et ça, effectivement, voilà, quand on parle notamment de l'alimentation paléo, redevenir acteur de son alimentation, c'est un premier point, parce que sinon, en fait, on laisse en fait les industriels nous nourrir en fait avec aucune maîtrise de ce qu'on mange. Alors que quand on cuisine soi-même, finalement, c'est nous qui décidons ce qu'on met, ce qu'on veut manger, quoi. Donc ça, c'est un point important, effectivement. Et après, ça va être plus sur le côté physique, mais encore une fois sur le côté psychologique, il peut y avoir besoin d'aide. Alors quand tu posais tout à l'heure la question de la volonté, on peut dire que ça suffit. On se rend compte que toute addiction confondue, les gens en général arrivent à s'en sortir par eux-mêmes. Entre 30 et 40% des gens arrivent à s'en sortir par eux-mêmes. Voilà, donc, ça c'est addiction en général. Addiction en général. D'accord. Donc on va pas mettre tout le monde chez le psy pour y arriver. Ceci dit, il y en a qui en ont besoin. Moi je travaille en partenariat avec justement des nutritionnistes dans le cadre d'addiction à la nourriture. Et comme elle me le disait au départ, 60% des cas qu'elle a, c'est des cas psy, c'est-à-dire qu'elle a beau leur apprendre les bonnes façons de faire, on va aller vers cette addiction et puis les gens tombent dans un cercle vicieux encore une fois. D'accord. Donc ça peut parfois être très salvateur de se faire aider, effectivement. Ok, et donc concrètement ça se passe comment en fait? On a des séances où on dialogue un peu de ces problèmes, toi tu t'es là pour écouter et donner des pistes en fait pour résoudre en fait ces problèmes tranquillement, quoi, en fait. Ce serait dur de t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une séance type, parce que ça s'applique vraiment différemment à chaque personne. Chaque personne va avoir sa propre problématique. Il n'y a pas de modèle, petit A, petit B, petit C. Exactement, voilà. Ce serait simple, et puis on n'aurait pas besoin de psy si c'était aussi simple que ça. Non, il faut vraiment essayer de s'adapter à chaque personne, et puis de voir, en fonction de sa problématique, comment on peut aller creuser ce problème. Là où je trouve que l'hypnose est très aidante là-dedans, c'est qu'on va aller essayer d'associer le corps et l'esprit. Je m'explique, dans notre société, on a vraiment une faculté à mettre le corps de côté, à ne pas l'écouter. Et entre autres, dans ce corps, ce qu'on n'écoute pas, ce sont nos émotions. En général, quand on a cette envie répressive de sucre, il y a quelque chose qui se passe dans le corps. Il y a une émotion, et si on y prête un petit peu attention, on peut la sentir quelque part. C'est peut-être une boule au ventre, c'est peut-être des tremblements, enfin voilà, quelque chose qui se passe. Et en hypnose, l'idée, c'est de se dire que cette émotion, elle veut quelque chose. C'est le corps qui essaie de communiquer en fait avec nous, et il faut l'écouter. D'ailleurs, voilà. Je dis souvent, écoutez votre corps parce qu'il communique avec vous régulièrement, et souvent les gens ne s'écoutent pas. En fait. Oui. On a une tendance dans notre société à bloquer ce qui vient du corps, à essayer de le contrôler. Et c'est là où on tombe dans la culpabilité, où les gens se disent, je ne suis pas capable de contrôler ça, je ne suis pas capable de me retenir. Donc on lutte contre son corps, on a coupé sa tête de son corps. Et en écoutant cette émotion, et c'est vachement plus facile par hypnose de le faire, on va réussir à réassocier le corps et le cerveau. Juste une parenthèse, si tu me permets, en fait, cette lutte entre le corps et l'esprit, ça peut emmener d'ailleurs d'autres pathologies. En fait, au-delà de la partie purement addiction, en fait, ça peut emmener des problèmes à la fois psychologiques et physiques, parce que voilà, il y a une dualité qui se crée en fait. Quoi. Le problème physique dans le cadre de l'addiction au sucre, il est tout ce qui va être diabète, etc. Ça peut aussi, pourquoi pas, effectivement, provoquer des douleurs de dos, de ce genre de choses. On n'écoute pas son corps, donc moins on l'écoute, plus il crie pour se faire entendre, finalement. Donc voilà, sous hypnose, on va réussir à retrouver un petit peu quelle est cette attente du corps, et puis réussir à retrouver le lien qui s'est cassé à un moment, qui fera que on n'aura plus besoin d'aller vers le sucre. Alors, c'est pas une baguette magique, ça se fait pas comme ça d'un coup d'un seul, puisque l'habitude est très fortement ancrée que j'ai ce problème, je vais répondre par le sucre. Ça a marché pendant des années, ça a marché entre guillemets, donc je vois pas pourquoi je quitterais ce comportement, même s'il a des choses négatives, mais on arrive à réassocier ce besoin du corps. Donc, D'accord, alors là pareil, je pense que tu vas me répondre pareil, il n'y a pas de séance type, mais une séance d'hypnose, d'hypnothérapie sur une addiction,
dans les très grandes lignes, ça se passe comment en fait? Qu'est-ce que voilà, on n'est pas, enfin, je pense que peut-être des gens ont des clichés un peu, un peu en mode chamanique, etc. En fait, pas du tout, quoi, en fait. Ou en mode hypnose de cabaret. Voilà, donc ça, c'est un peu les clichés. Enfin voilà, en 2 mots, rapidement, ça se passe comment en fait? Alors déjà, ce qui est vrai qu'il faut démystifier un petit peu tout ça. Hein. L'hypnose, c'est quelque chose de complètement naturel. C'est même quelque chose que vous vivez tous les jours. Ouais. Tu m'as dit une fois, en fait, on est en hypnose quand on est sous sa douche, par exemple, et qu'on réfléchit ou qu'on laisse son esprit divaguer. C'est ça. Ou en voiture lorsqu'on réfléchit. L'hypnose, souvent, en fait, il y a un côté, alors, entre guillemets, un peu paranormal. En fait, pas du tout. C'est juste un état du cerveau. En Exactement. fait. Voilà. C'est un état naturel qu'on a plusieurs fois par jour. C'est vraiment typiquement l'état où on a l'impression un petit peu de se réveiller, justement. C'est-à-dire, tiens, mais je suis déjà rendu là, par exemple, en voiture. Oui, effectivement. On a l'impression d'avoir fait un chemin de A à B, en fait, et on se dit, putain, j'ai pas regardé, en fait, la route et je suis déjà arrivé. Exactement. Voilà. Donc, on était dans un état hypnotique qu'on va favoriser, du coup, dans le cadre du cabinet pour aller vers des résolutions de problèmes. Voilà. On provoque cet état, c'est-à-dire, au lieu qu'ils viennent naturellement, comme ça, on provoque. Voilà. Donc, il y a des gens qui disent, oh, mais moi, je suis pas hypnotisable. Tout le monde est hypnotisable, hein. Voilà. Encore une fois, il suffit de le vouloir, hein, pour y arriver. C'est vrai que plus on a de réticence ou de résistance par rapport à ça, moins on va se laisser aller dans cette transe hypnotique, comme on appelle ça. Mais finalement, c'est un état plutôt agréable une fois qu'on y est, et qui permet de reconnecter son inconscient, son corps et son conscient. Voilà. Dans le cas d'une addiction, du coup, ça peut vraiment aider parce qu'on va chercher le pourquoi du comment. On va creuser un petit peu en fait les problèmes qu'il y a derrière l'addiction et peut-être essayer de les trouver. Peut-être la personne du coup va se dire ah bah oui, du coup j'étais pas conscient de ce problème-là en fait. Alors ça peut être parfois même un petit peu déstabilisant et les personnes n'ont pas cette espèce de révélation sous hypnose. Ça peut très bien arriver. On ait compris pourquoi, mais c'est pas le but de l'hypnose. On cherche même pas à savoir pourquoi, on cherche à savoir comment. D'accord. Comment je vais faire maintenant, et ça va se passer beaucoup dans l'inconscient finalement, et la personne peut très bien sortir du cabinet et se dire, non, finalement il s'est rien passé. Il s'est rien passé, ouais. Et c'est dans les jours qui suivent qu'on se rend compte que petit à petit les choses se mettent en place, et sans qu'on ait compris quoi que ce soit. C'est peut-être un interrupteur qui est en fait déclenché inconsciemment justement, mais qui en fait va y avoir des choses qui vont se passer dans notre vie, on va pas s'en rendre compte tout de suite, mais on se dit ah voilà, il y a un élément déclencheur quoi. Exactement. Ok, bon bah super. Allez, dernière question, je sais que tu redoutais cette question. Un dernier conseil pour aider les gens en fait qui veulent stopper leur addiction au sucre concrètement, voilà un petit truc, un petit plus pour les aider en fait. Je sais pas si ça va être vraiment un petit plus pour les aider, c'est quelque chose que j'ai tendance à dire quand à la fin des stages permis à point, c'est n'ayez pas peur de la rechute. On a l'impression que si on a recommencé à agir, c'est foutu, ça y est, c'est fini, j'ai échoué. On parle d'échec. Moi, je parle de rechute. Alors, c'est pas moi qui en parle, hein. D'ailleurs, c'est deux éminents psychologues américains qui s'appellent Prochaska et Di Clemente qui ont un petit peu formalisé le changement, le chemin qu'on parcourt. Donc, il va y avoir un moment où on est un consommateur heureux, on n'a pas envie de changer. Puis vient le moment où le changement commence à prendre une petite graine qui pousse dans la tête. La motivation va permettre de passer à l'étape où on se prépare à l'action. On passe à l'action et là, deux pistes s'ouvrent à nous. Il y a soit, ça y est, je suis débarrassé de mon addiction et puis ça on le saura qu'au moment de mourir, hein, finalement, ça y est, c'est terminé. Ou alors, je rechute. Je refume une cigarette, je reprends un verre d'alcool, il y a plusieurs façons de réagir par rapport à ça. C'est soit je suis nul, j'y suis pas arrivé donc j'y arriverai jamais, ou alors se dire ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi là à ce moment-là j'ai rechuté et comment est-ce que je vais pouvoir faire la prochaine fois. Encore une fois, c'est être acteur du coup de son addiction en fait. Quoi. C'est ne pas se laisser, ne pas le subir en fait. Voilà. On est conscient, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on est conscient, c'est un premier pas déjà pour se soigner quoi. Exact. Ok, bah écoute, merci Julien pour cet entretien. On a appris pas mal de choses. Du coup, on va mettre sous la vidéo le lien vers ta page Google+, si les gens veulent te contacter. Voilà, si jamais des gens veulent travailler avec toi, on mettra le lien sous la vidéo. Et voilà, tu m'as dit notamment que tu fais des séances par Skype. Tu es sur Nantes, mais tu fais des séances par Skype aussi. Donc ça m'arrive, oui. Voilà, pour les gens qui sont un petit peu loin, il n'y a pas de souci. Merci Julien en tout cas pour cet entretien et puis à bientôt. Merci de m'avoir reçu, à bientôt. Salut.